le désir. C'est une force qui nous anime tous, hein. Une énergie super puissante, qui peut soit nous construire, soit nous consumer. On a tendance à voir ça comme une faiblesse, un truc à dompter, à contrôler. Mais et si c'était tout le contraire? Si, en fait, le désir était la clé de notre plein épanouissement? Alors, cette question, elle est vraiment au cœur de notre exploration aujourd'hui. Et pour tenter d'y répondre, on va se lancer dans un parcours en 3 grandes étapes. On va s'appuyer sur la vision de 3 penseurs assez incroyables qui ont chacun à leur manière exploré une facette de cette force fondamentale. Allez, on commence tout de suite avec la première étape, les fondations. Parce que pour bien comprendre le désir, il faut revenir à la base, à sa source. Et pour ça, on va se tourner vers le philosophe Baruch Spinoza, qui nous offre un point de départ à la fois radical et super puissant. Pour Spinoza, quand il dit ça, ce n'est pas juste une jolie phrase, une métaphore. Pas du tout. Il ne parle pas d'une petite envie passagère, non, non. Pour lui, le désir, c'est littéralement ce qui nous constitue. C'est la matière même de notre être. Et cette force, Spinoza lui donne un nom, l'élan vital. Imaginez une sorte de pulsion de vie, une énergie fondamentale qui nous pousse sans cesse à exister, à persévérer, à grandir, à devenir. C'est vraiment le moteur qui, à chaque seconde, nous garde en vie et nous propulse vers l'avant. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première étape, c'est ça. Spinoza nous demande de changer complètement notre regard. Le désir, ce n'est pas un problème à régler. C'est notre nature la plus profonde. Du coup, le respecter, c'est se respecter soi-même. Et le trahir, c'est comme s'attaquer à sa propre force vitale. Ok. Mais si Spinoza a raison, si le désir est vraiment notre moteur, alors une question vient tout de suite à l'esprit. Et c'est là qu'on passe à notre deuxième étape, le diagnostic, avec un autre penseur, Jiddu Krishnamurti. Et voilà le paradoxe que Krishnamurti va essayer de comprendre. Comment ça se fait que cette force de vie, à la base si positive, se transforme si souvent en une source de souffrance, en une obsession, parfois même destructrice, focalisée sur un seul et unique truc? Alors là, le diagnostic de Krishnamurti est super clair, vraiment limpide. Il utilise une image très parlante, il compare cet élan vital, ce désir dont parlait Spinoza, à une rivière. Imaginez, dans une vie riche, pleine de choses variées, cette énergie coule tranquillement, à travers plein de canaux différents, la créativité, les passions, les projets. Mais que se passe-t-il quand la vie est monotone, répétitive? La rivière, elle se heurte à un barrage. Et l'énergie, elle se retrouve bloquée, elle n'a plus nulle part où aller. Et la conclusion de Krishnamurti, elle est géniale. L'obsession, ce n'est pas le vrai problème. C'est juste un symptôme. Un signal d'alarme, si on veut. C'est cette fameuse énergie vitale qui, comme elle ne trouve pas d'endroit sain où aller, se déverse avec toute sa force dans le seul truc un peu intense qu'elle trouve. Du coup, la solution, ce n'est pas de se battre contre l'obsession. C'est de s'attaquer à la vraie cause, ce vide intérieur qu'elle essaye désespérément de combler. Bon, on a les fondations avec Spinoza et le diagnostic avec Krishnamurti. C'est bien. Mais concrètement, on fait quoi? Comment on passe à l'action? C'est ce qu'on va voir dans notre troisième et dernière étape, la maîtrise. Et pour ça, on va s'éclairer avec le grand psychologue Carl Jung. Alors Jung, il va encore plus loin dans la compréhension de cette énergie. Pour lui, la libido, attention, ce n'est pas juste l'instinct sexuel comme chez Freud, pas du tout. C'est l'énergie psychique brute, le carburant de toute notre vie intérieure. On pourrait dire que c'est le nom un peu plus psy de l'élan vital de Spinoza. C'est la matière première de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, de tout, en fait. Et c'est là que ça devient super intéressant. Jung propose une véritable voie de maîtrise. Face à cette énergie surpuissante, la pire erreur, c'est d'essayer de la réprimer, de faire comme si elle n'existait pas. Ça ne fait que créer des conflits à l'intérieur. Non, la voie royale pour lui, c'est la transmutation. C'est-à-dire prendre cette énergie brute et la transformer, la canaliser consciemment vers quelque chose de constructif. Ce processus, Jung l'appelle l'ascension de l'énergie. C'est un chemin en 3 temps. D'abord, on reconnaît cette énergie primaire en nous, cet instinct brut, et on l'accepte, sans honte. Ensuite, deuxième étape, on l'observe lucidement, mais sans se battre contre elle. Et enfin, la troisième étape, la maîtrise. On choisit activement de diriger cette puissance vers des buts plus élevés. Des buts qui donnent un vrai sens à notre existence, comme la créativité, la spiritualité. Alors, maintenant, on va rassembler toutes les pièces du puzzle. Ce qui est fascinant, c'est que Spinoza, Krishnamurti et Jung ne se contredisent absolument pas. En fait, ils nous offrent les 3 étapes d'un seul et même chemin. Un chemin vers la sérénité. Voilà, en résumé, le grand voyage qu'on vient de faire. Spinoza nous dit d'accepter notre désir, parce que c'est notre essence.
Krishnamurti nous apprend à observer comment ce désir s'exprime, parce que ça peut nous en dire long sur un éventuel vide intérieur. Et enfin, Jung nous donne la méthode pour diriger cette énergie, consciemment vers un but qui nous grandit. Accepter, observer, diriger, ce sont vraiment les 3 clés d'une toute nouvelle approche. Et là, le chemin vers une vie plus sereine devient beaucoup plus clair, n'est-ce pas ? L'idée, c'est d'arrêter de se battre contre soi-même, de voir nos désirs profonds comme des alliés, pas des ennemis. Et surtout, d'enrichir toute notre existence pour que cette formidable énergie ait plein de jardins différents où fleurir, plutôt que de se déverser de manière obsessionnelle dans un seul petit canal. Cette idée, elle résume parfaitement la finalité de tout ce parcours. L'objectif, c'est de ne plus subir cette énergie, mais de l'utiliser, de s'en servir comme le carburant de sa créativité, de ses passions. Bref, de la transformer en une force constructive, au lieu de la laisser se perdre dans une agitation qui ne mène à rien. Et finalement, toute cette exploration nous ramène à une question fondamentale et très personnelle pour chacun. Cette énergie vitale, elle est là, en nous, ici et maintenant. La seule vraie question qui reste, c'est comment choisit-on de l'exprimer ?